Faire jaillir des cœurs les questionnements, les doutes, les peurs, l'espoir, l'idée, la créativité. Créer du lien, Découvrir quelqu'un. échanger sans filtre pour tenter de percer les mystères d'un monde énigmatique. Creuser les sujets pour comprendre un peu plus cet être complexe que nous sommes, l'humain. Nous, c'est Océane et Olivia. On a choisi d'aller à la rencontre de personnes passionnées, aux prémices de leur carrière, qui tentent de tracer leur propre chemin. Bienvenue chez Porte-à-Pote. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Maxime, éducateur spécialisé, créatif, passionné et engagé, qui travaille au service de la protection de l'enfance. Avec lui, nous sommes partis à la rencontre d'une réalité invisibilisée qui touche des centaines de milliers de familles et d'enfants. Pourtant, on n'en parle pas. Alors on a voulu comprendre comment fonctionne ce système, quels devoirs cela implique pour les éducateurs et éducatrices, et quelles sont les réalités de travail sur le terrain. Merci beaucoup Maxime d'être là. Merci à vous. Pour commencer, on aimerait te demander de te présenter sans dire ce que tu fais, mais plus ce que tu es. Alors, ce que je suis. Je suis Maxime, moi j'ai 34 ans. Je suis quelqu'un d'assez speed, qui aime beaucoup le travail en général. Je travaille beaucoup. J'aime bien la nature, tout ce qui est sportif un peu, ou qui amène des sensations fortes, genre escalade, via ferrata, ce genre de choses. Rando, j'aime bien. Je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime bien apprendre plein de choses, j'aime bien découvrir plein de choses. J'adore voyager. Et puis, je crois que c'est à peu près tout, je dirais. Ok. Trop bien. C'était quoi ton dernier voyage ? C'était la Colombie. Oh. Non, le Maroc, pardon. Le Maroc, mon dernier voyage. Est-ce que t'en fais tous les ans après ou... J'en fais 2 par an à peu près. Ah ouais, ok. Un gros de 1 mois et un petit d'1 à 2 semaines. Et le suivant, là ? Et le suivant, c'est la Thaïlande. Ok. Pendant 1 mois. Stylé. En septembre, ouais. Ça va être cool. Donc voilà qui je suis. On a demandé à certains de tes proches de te présenter, justement. D'accord. C'est de une la surprise. manière, de la manière dont tu le souhaites. Donc, on a des petits vocaux. Ok. Donc, la première personne, c'est ta copine Julie. Ok. Si je devais définir Maxime, je le définirais comme une personne complexe qui réussit à nous surprendre de par ses qualités quand on le découvre. C'est quelqu'un de dévoué pour les personnes qu'il aime, peut-être un peu trop, ce qui peut parfois lui nuire. C'est une personne très attentive, il ne jugera jamais et il sera toujours à l'écoute, quoi qu'il en soit. J'aime aussi le fait qu'il ait appris à suivre ses envies, à se détacher du regard des autres. Attention, il peut aussi se détacher du risque et vous emmener dans les pires traquenards. J'en sais quelque chose. En tout cas, je pense que sa vie a fait de lui un être hors du commun. Et je souhaite absolument à tout le monde d'avoir un Maxime dans sa vie. C'est beau. C'est touchant. Ouais. Je m'attendais pas à ça. T'es content quand même ? Ouais, je suis content. Mais c'est du tac au tac, quoi. Ouais. Et du coup, on a une deuxième personne qui a bien voulu faire cette présentation. Donc, c'est ta belle-sœur, Ok. Ophélie. Que dire de Max Max, c'est le genre de mec qui donne sans attendre en retour. Généreux. En fait, il trouve son kiff dans le bonheur des autres. Un sourire, un moment simple, une bonne vibe, ça lui suffit. Et ce qui me touche chez lui aussi, c'est sa sensibilité. Il capte tout. Les émotions, les non-dits, l'ambiance d'une pièce. Il s'adapte toujours avec une intention juste. Il est pleinement là, authentique et entier. C'est un mec curieux dans le bon sens. Il lit, il explore, il cherche à comprendre, pas pour le paraître ou pour briller, juste parce que ça l'enrichit en fait, ça le fait vibrer. Et puis Max, c'est un artiste. Il a ce truc pour transformer les zones sombres en lumière. Il donne des couleurs là où c'est flou ou gris. Il a traversé aussi des passages pas simples dans sa vie et en fait, il en a tiré toujours quelque chose de beau. C'est pas mon frère de sang, mais c'est clairement un frère de cœur. Et il est entré dans ma vie naturellement. Et il n'y a pas de conditions. Et on se force jamais. Et c'est ce que j'aime. Ouais, je sais pas quoi dire. T'as rien à dire. Merci à eux. Merci à eux. Et puis, après, c'est toujours un peu gênant de recevoir autant de compliments d'un coup.
Du coup, là, on parle de ta belle-sœur, on parle de famille. Et la deuxième question qu'on aime bien poser à tous nos invités, c'est quel enfant étais-tu et est-ce que tu t'en sens proche aujourd'hui? Alors, c'est pas une question facile. Non. Comme enfant, je dirais que déjà j'étais très speed, tout le temps. J'étais tout le temps en mouvement. Nous, à la maison, on était 3 garçons. Et ma mère, elle était toute seule. Donc, c'était difficile. Et puis, très vite, moi, j'ai été un petit peu réfractaire au cadre, en le disant de manière adaptée. Et donc très vite, j'étais un peu bagarreur, un peu dans la provoque, dans la recherche de cadre, dans tout ce qui pouvait un peu mettre en difficulté les adultes. Voilà, ça c'est moi comment j'étais enfant. Après, j'ai pas de souvenirs bien précis de mon enfance. Ouais, après ça... Je me souviens que à partir de ma CM2, 6e, quoi. Oui, ça c'est avant, j'ai zéro souvenir. Ouais. Et puis, mais oui, après, ce que j'ai des retours de ma famille et de ma maman et tout, c'est que j'étais un casse-cou, je courais partout, j'étais sans arrêt en train de me tomber, de m'ouvrir ici, là, et j'étais difficile. J'étais un enfant difficile. Il y a des choses dans lesquelles je me reconnais. Aujourd'hui, je suis encore en mouvement souvent, c'est difficile pour moi de me poser. Ouais. Et puis, il y a des trucs aussi où j'ai toujours eu du mal avec un peu l'injustice, même quand j'étais enfant, et ça, c'est resté avec le temps. C'est toujours quelque chose qui est très important pour moi. Et maintenant, c'est toi qui cadres. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est moi qui cadre. Ouais. T'es passé de l'autre côté de la barrière. Mais parfois, j'ai quand même encore besoin d'un cadre aussi. J'ai quand même besoin, parfois qu'on me dise, Maxime... Comme elle disait Julie tout à l'heure, parfois j'ai du mal un peu avec le risque et tout, et j'ai besoin qu'on me dise non, là tu vas trop loin. Voilà. Ok. Mais c'est marrant parce que tu as dit aussi en te présentant toi que tu étais speed, et là du coup ça revient et un peu la nature profonde de l'enfant, quoi. Ouais, j'aime pas me poser trop longtemps, j'ai du mal, quoi. Okay. Je suis toujours en mouvement, même niveau cérébral, je suis toujours en train de penser à plein de trucs et j'arrive pas trop à me poser, quoi. Et justement, du coup, aujourd'hui, tu travailles dans les services de protection de l'enfance et avec des personnes en situation de handicap. Oui. Et avant, il me semble que tu travaillais dans la restauration. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers plutôt le domaine de la protection de l'enfance ? Déjà, comment je suis arrivé en restauration, pour moi, ça a été un métier financier, où il fallait que je travaille pour avoir de l'argent à l'époque, parce qu'il fallait que je me loge, etc. Donc, je suis tombé dans la restauration comme ça, et par facilité... j'ai appris le métier sur le terrain et du coup j'ai continué dans cette voie-là pendant un certain nombre d'années. Et c'est en arrivant dans la région là où j'ai eu une grosse rupture avec mon ex-copine. Et de là, moi j'ai remis un peu en question ma vie aussi, ce que je voulais faire. La restauration c'était quelque chose qui me plaisait pas, c'était financier quoi. Et du coup je savais pas du tout, j'étais perdu et je me suis orienté vers la mission locale à l'époque, qui m'ont fait remplir des tests de personnalité. Et ces tests indiquaient de m'orienter vers le social ou le médico-social. Du coup, de là, j'ai trouvé un stage d'1 mois dans une structure, dans un foyer d'accueil médicalisé, qui accueille des personnes adultes en situation de handicap. Et là, ça a été le coup de foudre total. Dans la restauration, il y a... Après, je juge pas, c'est un métier comme un autre, mais en tout cas, pour moi, j'y trouvais pas forcément de sens, en tout cas, à faire ce travail-là. Et quand j'ai changé et que je suis arrivé dans le handicap, j'ai trouvé vraiment un sens. C'est un peu bateau de dire un sens à ma vie, quoi, mais en tout cas, un sens à mes journées, un sens à ce que je faisais. Quand je rentrais le soir, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça aussi qui m'a porté beaucoup. Et avec cette structure-là, on a négocié qu'ils me payaient ma formation en voie professionnelle. Et du coup, après, je continuais avec eux pendant 2 ans. Avec la mission locale ? Avec le foyer d'accueil médicalisé qui m'ont accueilli pour le stage. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, ils m'ont payé ma formation moniteur-éducateur en 2 ans, que j'ai fait avec eux. J'ai fait un petit tour dans la protection de l'enfance en foyer, en MEX, maison pour enfants en caractère social. Et après, je suis retourné dans le handicap, où là, je suis devenu coordinateur d'équipe éducative et j'ai passé mon diplôme d'éducateur spécialisé en VAE, en validation des acquis, en 1 an.
Trop bien. Comment je suis arrivé un peu dans le métier. Ouais, donc progressivement. Progressivement, ouais. Bah, moi, en fait, je suis arrivé là-dedans, j'avais pas de diplôme, quoi. Ouais, oui, donc. J'ai arrêté l'école très rapidement. Du coup, j'avais même pas le brevet des collèges. Et du coup, pour être ES, il faut un bac. Ok. Ah, donc. Pour passer le diplôme ES, il faut un bac, minimum. Donc en fait, il fallait que je passe d'abord mon diplôme moniteur éducateur, qui est une équivalence bac, pour pouvoir pouvoir postuler sur le diplôme d'éducateur spécialisé. Donc ça a pris un peu de temps. Mais du coup, t'as appris tout sur le terrain et du Tout coup, sur le terrain. Bah, c'est trop bien ça. Enfin, ça fait que du coup, t'as pu quand même. En fait, c'est chouette dans l'accompagnement qu'ils aient été présents direct. Et c'est. Ouais, c'était bien parce que quand j'étais en formation AME, j'avais, je crois que c'était, on avait 2 semaines tous les 2 mois ou tous les trimestres, je sais plus, où on était en cours, quoi, et on pouvait avoir des retours un peu de notre terrain professionnel. Et c'est assez cool d'être en voie professionnelle parce qu'on a ce qu'on nous apprend en formation, ce qui est un peu l'utopie du métier. Et puis après, il y a ce qui est sur le terrain et la réalité du terrain. Et du coup, de faire le lien entre les deux, c'est très enrichissant. Ça permet d'adapter, ça permet de réfléchir à plein de solutions autres, à avoir des retours. Moi, j'ai trouvé cette formation très enrichissante parce qu'on était sur une formation à peu près à 40 élèves. Okay. Juste moniteur éducateur, mais on était aussi mélangé avec des classes d'éducateurs spécialisés, avec des classes d'éducateurs de jeunes enfants et avec des classes d'assistantes sociales. Donc on est tous ensemble dans un amphi, des formations qui sont différentes, et du coup il y a un enrichissement qui est assez ouf. Moi je pense que ces 2 ans de formation, là, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. Wow. Ouais, c'est vraiment... il y a eu quand je suis arrivé et quand je suis sorti de cette formation, pour moi il y a eu un Maxime totalement différent qui est sorti de cette formation. C'est ouf. Ouais. Ça a été Et pourtant, j'étais pas scolaire, j'avais un peu de stress de reprendre les cours et tout, comme on l'entend, être assis à une table toute la sainte journée, voilà. Et en fait, ça a été, pour moi, ça a été quelque chose de très important pour moi. C'est trop cool d'être tombé sur un métier coup de cœur. Enfin, ouais. En fait, souvent, moi je sais que souvent je me suis dit que les conseillères d'orientation ou les questionnaires d'orientation, ça m'aidait pas parce que j'avais l'impression, en fait, les réponses que j'avais c'était souvent les mêmes que ce que je savais de moi. Oui. Et du coup là, je trouve ça trop chouette que ça ait marché. Et maintenant, donc du coup, tu travailles dans le dispositif Safran. Et déjà, qu'est-ce que c'est le dispositif Safran ? Alors, c'est un dispositif, c'est un service d'accompagnement familial renforcé. Ok, et du coup, ça veut dire que tu fais quoi ? Alors, du coup, nous, on intervient, on a différentes formes d'intervention. On a 2 formes d'intervention. Soit une intervention qui est judiciaire, donc qui est mandatée par le juge des enfants. Soit une intervention qui est dite administrative, et du coup qui est à la base amenée par les parents auprès du département, et après le département nous sollicite pour qu'on aille accompagner ces familles-là. Nous, on intervient sur le papier, le service Safran, il intervient pour des grosses carences éducatives. Donc ça peut aller toutes sortes de choses, manque de cadre à la maison, manque d'organisation, carence au niveau financier, au niveau de l'alimentation, ça peut être plein de choses. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, on observe sur le terrain qu'on a quand même des débordements sur notre service, où maintenant on peut accompagner des familles avec des difficultés qui sont autres, ou qui normalement ne sont pas attitrés au service Safran. Donc les profils que tu accompagnes, est-ce que ça a l'air d'être très varié ? Ouais, c'est très varié. Nous, on va de 0 à 18 ans. Ah oui, donc c'est vraiment les... C'est ça. Ça va de la naissance jusqu'à la majorité. Après, même après 18 ans, on peut faire le relais sur des services d'accueil de jeunes majeurs. Avec de l'aide à l'emploi, de l'aide au logement, etc. Mais nous, en tout cas, notre service, il accueille de 0 à 18 ans. Il est là pour accompagner la famille directement. Donc, chez qui l'enfant est domicilié. Souvent, c'est les parents, mais ça peut être aussi les grands-parents, la tante, l'oncle, voilà. On intervient dans tous les lieux de vie de l'enfant.
Donc l'école, le lieu de club sportif, le domicile, l'extérieur, on peut faire des activités. Et l'objectif, c'est de travailler avec l'ensemble de la famille et l'ensemble des partenaires sur amener des solutions éducatives plus adaptées pour que l'enfant ait une construction de vie plus saine. Dans ces accompagnements, je pense qu'il doit y avoir du challenge. Est-ce qu'il y a des profils qui te challengent plus, ou toi, qu'est-ce qui te challenge, toi, dans ton métier? Alors déjà, dans ces accompagnements-là, de base, on a forcément un challenge parce que la plupart de nos mesures, 95% de nos mesures, elles sont judiciaires. Donc la famille... Donc la famille, elle n'est pas volontaire pour cet accompagnement-là. Et très souvent, elle est même réfractaire à cet accompagnement. Le premier challenge, c'est de leur faire entendre que cet accompagnement-là, c'est pas une punition. C'est vraiment une aide. Et que si on est là, c'est que ces gens ont des compétences parentales, que nous, on est là pour, en tout cas, travailler sur ces compétences, les préciser et les amener à évoluer. Mais s'ils n'avaient pas de compétences parentales, les enfants seraient placés directement. Il y aurait une trop grosse mise en danger de l'enfant. Mais du coup, vu que les familles sont réfractaires, c'est qui, en fait, qui vous contacte? Alors, à la base, ça part d'une information préoccupante, d'une IP, on appelle ça. Donc ça peut être n'importe qui. Ça peut être un professeur à l'école, ça peut être l'entraîneur de foot, ça peut être un voisin, ça peut être n'importe qui va signaler aux services sociaux telle ou telle problématique, parce qu'ils s'inquiètent. Du coup, le département fait remonter. Souvent, le département envoie ses professionnels sociaux au domicile. Et selon les observations, après, ils font remonter au juge, et le juge va déterminer quel service il veut mettre en place, quel accompagnement il veut mettre en place. Et du coup, pour revenir à ta question, le premier challenge, c'est déjà de faire entendre ça aux parents. Les enfants, ils sont très méfiants au début. Puis on avance vers l'adolescence, plus ils sont méfiants et plus c'est difficile de rentrer en relation avec eux. Donc c'est aussi un challenge de rentrer en relation avec eux et qu'ils puissent aussi s'ouvrir, qu'ils puissent vous parler assez librement. Et ça, c'est assez difficile, surtout qu'on peut avoir des contextes où la famille... derrière, elle peut discuter avec leur enfant en disant « ne parle pas, faut pas dire ça, faut pas dire ci ». Il peut y avoir certaines manipulations, donc ça peut être vraiment compliqué. Donc je dirais que le premier challenge quand on rentre dans une situation, c'est de réussir à mettre tout sur la table et d'être le maximum transparent, que ce soit nous, mais aussi eux. Voilà. Avant même de commencer à travailler des objectifs éducatifs. Il faut... moi, depuis que j'ai commencé, j'ai remarqué qu'il faut minimum 4 à 6 mois avant de voir vraiment les difficultés au sein du domicile. Parce que sinon, tout est caché, en fait. En fait, il faut que tu sois inséré dans la vie familiale. Ouais, c'est ça. Ou scolaire, enfin tout. C'est ça. Avant, on nous cache tout. On ment, tout va bien tout le temps. Et c'est très compliqué de... Mais ce qui est aussi compréhensible, on est face à des parents qui ont peur, qui nous voient comme des éducateurs qui peuvent possiblement enlever leur enfant. Donc ils connaissent les conséquences qu'il peut y avoir, en tout cas sur cet accompagnement, et du coup, ils sont méfiants. Ce qui est compréhensible aussi. Et du coup, c'est très difficile de passer cette étape-là, de la méfiance à l'entraide. Et vous intervenez plusieurs fois par semaine pendant ces mois, ou c'est vraiment une fois par semaine? Non, on les voit minimum 2 fois par semaine. Ok. Minimum, chaque enfant. Après, ça dépendra des situations. Des situations où on va aller voir beaucoup plus, parce que ça mérite beaucoup plus. Et puis il y a des situations où on va même parfois baisser un peu à 1 fois par semaine, parce qu'on voit que ça roule plutôt pas mal. Au fur et à mesure de tes accompagnements, tu as vu là des améliorations? Ouais, ça dépend quel accompagnement. Il y a des accompagnements où... Je sais pas si on peut parler d'échec, mais en tout cas où ça a mené à rien. Et puis il y a des accompagnements où on voit des petites améliorations. Moi, j'en ai dans mes mesures. Après, j'ai toujours du mal à dire du positif, parce que quand je dis du positif, souvent ça en repart en arrière. Donc je fais attention à pas trop m'avancer à chaque fois. Mais c'est ce que je remarque aussi. Souvent, quand on avance et qu'il y a une évolution, c'est suivi d'un pas en arrière pour réavancer de 2 pas. Mais il faut savoir aussi reculer un petit peu de temps en temps. Mais oui, j'ai plusieurs situations, et heureusement, où on a des choses sur lesquelles se tenir et se dire ça bouge, quoi. Ça marche. Ouais. Et c'est quoi ton rapport avec ces personnes? Dans quelle posture tu te mets? Parce que je me dis, avec l'attachement aussi, tu peux t'attacher à ces personnes, et après tu les vois plus. Alors,
dans ce métier, en tout cas dans mon service, il faut avoir une posture qui est très professionnelle. Où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce que déjà, on a des parents qui vont pas nous louper si on se trompe, parce qu'eux, on les loupe pas. Donc forcément, ils nous louperont pas non plus. Donc il faut vraiment être carré au niveau de l'administratif, etc. Très professionnel. Et au niveau de la posture, on arrive dans des familles qui ont des grosses difficultés, qui peuvent être parfois très envahissantes. Donc qui vous appellent sans arrêt, le jour, la nuit, les week-ends, et tout le temps. Et donc il faut quand même savoir prendre du recul sur la situation pour pouvoir les accompagner de manière objective, quoi. Et j'irai plus loin sur l'attachement. Du coup, après, on a chacun nos personnalités et on a chacun des personnes avec qui on tilte plus que d'autres, en tout cas. Mais il faut quand même garder ce côté professionnel où moi, je me dis, on n'est que de passage dans la vie de ces gens-là. Et du personnel social, ils vont avoir passé... ils en ont vu passer et ils en verront sans doute encore passer. Et du coup, parfois, on a vite tendance à se positionner en tant que membre de la famille qui peut un peu orienter, etc. Parce qu'on y est tout le temps. Mais ça serait une grosse erreur, quoi. Et du coup, il faut vraiment rester sur une position professionnelle. On est juste des aidants. Nous, on vient tendre une main. Soit elle est prise, soit elle n'est pas prise. Après, ça, c'est leur choix. Mais il faut vraiment faire attention à pas rentrer dans ce lien d'attachement plus. Même s'il est forcément là, parce qu'on travaille avec l'humain. Bah ouais. Et donc, on s'attache de temps en temps à certains gamins ou à certaines personnes, mais il faut quand même l'avoir en tête tout le temps. Voilà. Et surtout quand tu vis dans du quotidien, en plus, je suppose que ça impacte aussi un peu ta vie personnelle. Enfin, faut que ça le limite, que tu limites cet impact. Mais du coup, typiquement, on t'appelle à minuit le samedi soir. Comment tu gères ? Moi, quand j'ai commencé le service Safran, j'éteignais pas le téléphone, quoi. Et puis après, j'ai vite appris à éteindre mon téléphone et à plus répondre. Et à plus me déplacer en urgence, parce qu'on n'est pas un service d'urgence. Et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent sur le terrain. Au début, tout le monde, je pense, fait ces erreurs-là. Moi, j'ai la chance d'être entouré d'une bonne équipe qui sont très soutenants. Si j'ai un problème ou si je suis démuni, parce qu'on intervient souvent seul, j'hésite pas à les appeler et on est vraiment soudés, donc ça, c'est cool. Et ouais, c'est aussi eux, parfois, qui me réorientent en me disant « Là, Maxime, c'est trop, il faut que tu puisses couper, et là, ici... » Voilà. Après, ça m'est déjà arrivé où on a des situations qui sont compliquées à vivre et on rentre à la maison avec ces situations dans la tête et elles restent dans la tête. Et ça arrivera encore parce qu'il y a des situations qui sont compliquées. Et dans ces moments-là, il faut savoir se détacher. Après, c'est pas toujours simple. Mais... On en parlait avec Zoé, t'es notre première invitée, du suivi psychologique dans ces situations-là. Où en fait, les professionnels, ils voient des situations qui sont pas faciles et du coup, même si tu veux pas que ça t'impacte, c'est dur parfois de mettre de la distance. Il y a des fois où on peut pas mettre de distance. C'est humain, ouais. Il y a des fois où on peut pas mettre de distance et on rentre avec ça le soir et on reste avec ça. Et après, après, moi j'ai la chance aussi d'avoir cette équipe-là, comme je vous disais, et du coup, nous on se réunit une fois par semaine, tous les mardis matins. On peut discuter de nos situations chacun. Ça nous aide aussi à avoir un regard différent, où on peut être soutenu, où on peut demander à aller à 2 au domicile si on se sent vraiment trop en difficulté. Cool. Ouais. Et une fois par mois, on a ce qu'on appelle de l'APP. C'est de l'analyse de la pratique professionnelle. Donc c'est fait avec une psychologue. C'est une réunion qui est obligatoire. Et du coup, il n'y a pas de cadre à cette réunion. Et c'est vraiment pour discuter des situations qui nous posent problème ou qui nous font écho, ou ce genre de choses, quoi. C'est trop bien que ça. Ouais. C'est obligatoire, en tout cas pour les établissements sociaux et médico-sociaux en France. Parce qu'on a besoin aussi de ces temps où on peut décharger librement, sans cadre, sans direction. Et c'est vraiment enrichissant. Et même la psychologue, c'est quelqu'un qui est hors service, du coup qui est là que pour nous.
Et elle a vraiment un regard qui est extérieur, et du coup, elle peut régulièrement nous aider aussi à à faire un pas de côté. On a ces outils-là, en tout cas, pour décharger professionnellement parlant. Et tout à l'heure, tu parlais d'une forme d'échec. Enfin, tu l'as pas, justement, tu voulais pas dire ça. Mais dans les cas où votre mission, elle échoue, entre guillemets, comment ça se passe? Est-ce que vous persévérez? Est-ce qu'il y a un temps où... Alors, nous, quand on intervient, de base, sur l'intervention, on a un temps défini. De base, qui est soit défini par le juge des enfants, soit défini par le département. Normalement, sur le papier, le service Safran, c'est 6 mois, renouvelable une fois 6 mois. 1 an. Voilà, ça c'est sur le papier. Comme tu nous as dit que ça durait déjà 4-5 mois à faire du bien. Ça c'est sur le papier. Aujourd'hui, on remarque qu'on a des mesures qui peuvent durer 2 à 3 ans. Voilà. Quand on arrive dans une fin de situation et qu'on voit en tout cas que la situation pour nous elle n'est pas ok et que ça n'a pas évolué, nous on est juste des observateurs et on retransmet au juge des enfants que ça évolue pas, que malgré le travail qui est mis en place, la famille ou tel contexte fait que ça évolue pas. Et après le juge des enfants prend une décision. Donc, soit il va renouveler la mesure parce qu'il estime qu'on peut encore bosser avec cette famille et que c'est encore possible. Donc il renouvelle 6 mois, 1 an, etc. Soit il va effectuer un placement, parce qu'il estime que les enfants sont trop en danger au domicile, donc on va placer les enfants. Ou soit il estime que pour lui, c'est pas si inquiétant que ça, et du coup, il peut mettre fin à la mesure éducative. Et c'est pas frustrant des fois, ces décisions? Très frustrant. Il n'est pas obligé de suivre l'avis du service, le juge. C'est sa décision. Il se fie à quoi, du coup? Il se fie à ses données propres, donc aux observations qu'il a eues avant. Lui, il rencontre aussi les familles, il discute avec eux. Donc il se fie aussi au retour qu'il a des familles là, et puis aussi à ses critères aussi, quoi. Nous, on n'a pas forcément le temps d'attente, les places dans les services, dans les foyers, etc. Nous, on n'a pas tous ces critères en compte. Lui, il les a. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de demander un renouvellement qui n'a pas été suivi, quoi. Et là, c'est frustrant parce qu'on sait que ça va très mal à la maison et nous, on est obligé de partir. Et t'as pas le choix parce que là, on n'a pas le choix. Parce qu'après, on est hors clou, quoi. Et après, une fois qu'il y a du coup un arrêt de mesure, c'est souvent, il n'y a pas de reprise de mesure. Enfin... Il peut. Il peut, si les services sociaux sont réinterpellés plus tard et que ça remonte, il peut y avoir... on a des mesures où... très régulièrement, où on se rend compte qu'on suivait le grand frère il y a 5 ans. Ah oui. Ou la grande sœur. Voilà. Ah ouais. Donc c'est plus le même enfant, mais c'est la même chose. Ça arrive très souvent. Et quand il y a par exemple une prolongation d'accompagnement, est-ce que ça va être la même personne qui va être renvoyée sur la prolongation, ou est-ce que c'est une personne différente? Alors souvent c'est la même personne. Ah cool. Mais après on peut le définir dans le service. Si on observe que la relation dans l'accompagnement est compliquée et que ça peut mettre un frein, en tout cas, à l'évolution de la famille, on va pouvoir définir un changement d'éducateur, un changement de référent. Mais de base, oui, ce sera le même éducateur qui va suivre pour avoir aussi la continuité de l'accompagnement, parce que souvent, on est en relation avec énormément de partenaires. Donc ça fait aussi plein de choses à avoir en tête, et quand on reprend une mesure, il faut aussi avoir tout ça en tête, et c'est difficile quand on l'a pas suivi depuis le début, quoi. Voilà. Et est-ce que tu penses que les moyens alloués à toutes ces mesures de protection, ils sont suffisants par rapport aussi au nombre de personnes qui sont présentes entre les juges, vous, les familles, les enfants? Les partenaires pluridisciplinaires. Nous, on travaille exclusivement en partenariat. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez... En tout cas, je parle du département de l'Ain, parce que moi, c'est dans l'Ain que je travaille. Mais dans le département de l'Ain, c'est assez pauvre au niveau des partenaires. Déjà, au niveau des partenaires médicaux, moi, je suis dans la région du Pays de Gex, qui est frontalière avec Genève. Donc, on a très peu de partenaires médicaux. C'est très compliqué, que ce soit psychologue, psychiatre, ergo, neuro, etc. Ça, c'est très très difficile de trouver. On a souvent des temps d'attente qui sont à plus d'1 an. Ah ouais. Ouais. Donc c'est compliqué pour des enfants qui ont besoin. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Au niveau des partenaires éducatifs, on en a très très peu.
C'est très pauvre aussi. C'est quoi que t'appelles le partenaire éducatif? Ça peut être des assos de chantiers éducatifs, des MJC, des éducs de rue, des assos de séjour de rupture, ce genre de choses, quoi. Des assos de vacances adaptés qui sont financés par la mairie. Tout ça, c'est très pauvre. Donc on en a, mais très peu. Donc du coup, c'est aussi une difficulté pour nous, parce que là, la difficulté du moment, c'est que l'été arrive, les vacances scolaires arrivent, et on a des gamins de différents âges qui sont laissés au domicile tout seuls, et qui font rien de la journée, parce que les parents n'ont pas forcément les moyens de payer une colonie, payer le centre de loisirs, et qui bossent. Et du coup, on est aussi là pour ça, pour trouver des solutions, etc. Mais quand on n'a pas de partenaire, c'est compliqué. C'est compliqué. Et après, directement vraiment pour les gamins qu'on accompagne, je trouve qu'on est très pauvre au niveau des actions qu'on propose. Nous, on a le service Safran, on a un service AEMO, c'est de l'aide à domicile en milieu ouvert. Donc c'est comme le Safran, mais en moins soutenu, pour des problématiques moins graves. On a les MEX, et puis c'est tout, quoi. On n'a pas de logement financé autonome pour les jeunes, on n'a pas de séjour de rupture, on n'a pas d'échange interdépartement. Donc ça peut être compliqué parfois, on est dans des situations où on voit que le gamin il aurait besoin de quitter son contexte de vie pendant un certain temps, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les partenaires pour, quoi. Voilà. Ou on voit que le gamin il aurait besoin d'une aide paramédicale, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les aides pour. Ou on voit que la famille aurait besoin d'une aide, d'une assistante sociale pour telle ou telle raison, mais on n'a pas, parce qu'on n'a pas les partenaires pour. Donc c'est compliqué. Et les aides, ça vient que de services publics? Les aides financières? Ouais. Ok. Ouais. Nous, on est directement financé par le département. Ouais, du coup, les dynamiques politiques, ça joue énormément. Énormément. Là, on est dans une dynamique politique française où on ferme les portes de plus en plus à l'éducatif, à la prévention, etc. Et on est beaucoup plus dans la restriction. Et ça se remarque directement sur le terrain, au niveau des budgets alloués à l'association. Et du coup, après, ça descend aux budgets qui nous sont alloués. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a 120 € par mois pour 28 enfants minimum. C'est-à-dire 120 € pour tous les enfants? Ouais. Mais du coup... Pour tout ce qui est activité, goûter, sortie, tout ça. C'est rien. C'est rien du tout. Ouais. C'est rien du tout. On inclut même l'essence des voitures, parce que nous, on est tout le temps sur la route, on fait du domicile, donc on est très très rarement au bureau. Donc les voitures, le péage, etc. Donc on voit qu'il y a très peu de budget, quoi. Il y a très peu de budget. Là, j'emmène les enfants à la piscine demain. Je les ai emmenés aujourd'hui. Le budget, il est foutu du mois, quoi. Ah ouais. Oui, ça passe très vite, du coup. Et ça, c'est que le budget qui est alloué aux actis. Aux actis, ouais. Après, dans la protection de l'enfance, il y a d'autres services. Mais en tout cas, au service Safran, oui, on a très très peu de budget. Et ça vient directement, en tout cas, de la dynamique associative, et plus haut de la dynamique départementale, et plus haut de la dynamique française. Ouais. Et il y a des départements qui ont plus de financement, ou pas du tout? Bien sûr. En fait, l'État, il va allouer un budget au département, à chaque département. Et après, c'est le département, eux, qui vont décider du partage de ce budget-là. Entre les hôpitaux, entre les établissements médico-sociaux, entre les établissements sociaux, etc. Et on a des départements qui prennent la dynamique, en tout cas, de mettre plus de budget sur telle prestation que sur d'autres. Donc, ça peut varier d'un département à un autre. Et tu as vu une évolution, parce que ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Dans la protection de l'enfance, ça fait un peu plus d'1 an. Ok, oui. Donc j'allais dire sur plusieurs années, mais en fait, non, tu vas... j'ai pas vu d'évolution. Dans le handicap, j'ai vu une régression. Ah ouais? Ouais, au niveau des budgets. Ouais. Après, c'est plus du tout la protection de l'enfance, mais dans le handicap, maintenant, on fonctionne avec CERAF 1PH. Je sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle loi française. En fait, c'est une loi qui va justifier financièrement à l'acte éducatif. C'est en gros,
Du coup, ça veut dire que si tu fais quelque chose... Il faut le justifier. Ok, donc financièrement. Si on ne le justifie pas, les financements sont enlevés. Donc par exemple, là, si tu vas à la piscine, il faut que tu justifies que c'est une activité importante. Ça, c'est normal. Ah, ce qui est vicieux dans le CRF1-PH, c'est que si tu bois un café avec un résident, comment tu le justifies financièrement? Pourtant, c'est un vrai impact éducatif. C'est un vrai impact qui est très important, informel, dans nos structures. Mais comment on le justifie financièrement? Du lien humain. Comment on apprend à nos salariés et aux professionnels de ces terrains à le justifier financièrement? Si c'est pas justifié, c'est des financements qui s'en vont. Et on voit très bien que depuis que CRF1-PH a été mis en place qu'on a tous nos financements qui dégringolent. Parce qu'on justifie qu'à l'acte médical. Quoi. Donc, je vais accompagner au repas, je vais accompagner telle personne à la douche. Et là, c'est justifiable. Mais comment on justifie je vais me balader pour boire un café avec un usager? C'est très peu justifiable. Donc en gros, le bien-être physique, mais pas mental. Voilà. Et en plus, dans ces grilles-là, on a très peu justement de références de justification, objectives de justification. Quoi. C'est fait exprès pour qu'on puisse être que sur du factuel. Et dans le handicap, on le voit énormément, les baisses financières. Et comment, du coup, les associations, pour contrecarrer ça, remodèlent aussi leurs assos. Du coup, ça remodèle tout un système économique de l'association, où maintenant, il y a, dans les assos médico-sociales, vous ne voyez plus de directeur d'établissement, ça n'existe plus. On a des directeurs qui sont régionaux ou départementaux. Et dans les établissements, vous avez des chefs de service. Donc, on va supprimer les directeurs, on va en mettre un régional qui va en gérer 4 ou 5, et après, ça sera le chef de service. Et en fait, tout est en train de se remodeler. Sauf que pour avoir des directeurs qui gèrent 4 ou 5 établissements, c'est pas les mêmes compétences d'avoir des directeurs qui gèrent un établissement. Donc, on va prendre des gens qui sont plus du tout dans ce métier-là, et des gens qui sont gestionnaires d'entreprise. Et là, on en vient à des grosses dérives. Et ça se remarque directement sur le handicap. Après, dans la protection de l'enfance, ça fait trop peu de temps que j'y suis pour avoir une analyse objective. On va passer sur un autre sujet. Allez. Qui, là, te concerne plus personnellement. C'est la peinture. La peinture, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, à la base, je dessinais beaucoup. Je dessine depuis que je suis tout petit. J'aime bien dessiner. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Ça n'a pas... Il n'y a pas un objectif précis, en tout cas derrière. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je me suis mis à la peinture. Et pour moi, ça a un vrai impact au niveau de la libération émotionnelle, au niveau de la communication, au niveau de moi, ce que je veux décharger ou pas. En tout cas, ça marche avec moi. Et c'est comme ça que je m'en sers. C'est un vrai plaisir. Mais du coup, c'est aussi quelque chose qui me sert à me décharger, comme le sport... comme le travail pour certains, etc. Moi, ça va être un défouloir, la peinture. Et est-ce que c'est un support dont tu te sers dans tes accompagnements, ou c'est vraiment un truc perso? Alors, je m'en sers pas comme outil dans mes accompagnements. Après, j'ai pu m'en servir, j'ai pu faire des projets. Là, en ce moment, je fais un projet avec une MEX, et où, avec les enfants, on est en train de faire une fresque sur la mur de la MEX. Du coup, c'est assez chouette, c'est assez intéressant. J'ai pu faire ça aussi dans le handicap. J'ai pu faire ça aussi dans une asso où je travaille en Suisse, dans le handicap, où je fais souvent des activités peinture, graffiti, etc. Ça a pu être fait. Après, je ne le considère pas comme un outil formel à mon travail, mais ça peut être une aide, Ouais. Moi, après, sur tout ce qui est art, je trouve que si on le formalise trop, après, ça devient plus fun et du coup, ça marche plus. C'est ça. Mais c'est une belle forme de médiation. Ouais, c'est ça. C'est une belle forme de médiation. Après, ça accroche ou ça accroche pas, ça dépend des personnes. Mais c'est vrai que quand ça accroche, ça peut amener à des pistes de travail qui sont intéressantes. Et n'hésitez pas à aller voir, c'est stylé. Donc, on pense ça. Merci. Ah oui, on le mettra dans la description. Pour finir cette partie, c'est plus une question, c'est un peu une grosse question, enfin une question large. Ce serait, selon toi, quel rôle a l'art dans la société, ou quel rôle t'aimerais qu'il ait? Pour moi, l'art, c'est fait normalement pour aider à réfléchir les gens sur différents sujets, mais en tout cas, les faire prendre un pas de recul ou faire un pas de côté
à se dire ah oui, j'avais jamais vu ça comme ça en fait. Que ce soit la peinture, la littérature, la musique, etc. C'est d'abord quelque chose de beau, émotionnellement parlant, mais pour moi, ça doit faire réfléchir. Quelque chose que je vais décrire comme de l'art, c'est quelque chose qui me fait réfléchir, moi, qui me pousse dans mes retranchements. Et maintenant, on te laisse un espace pour toi, pour partager quelque chose qui te touche, sur un sujet qui te touche, justement. Ok. C'était chaud. Je suis grave chaud. Du coup, moi, j'ai choisi un discours de Simone Veil, parce que déjà, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et donc, ce discours, il date du 6 janvier 1981. Depuis trop longtemps, notre société a vécu dans une forme d'ignorance ou d'indifférence. Le handicap n'était vu que comme une charge, un drame privé, un malheur. Il faut que cela change, il faut changer le regard, il faut briser l'isolement, les murs visibles et invisibles, les barrières sociales, professionnelles et culturelles. Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Elles ont les mêmes droits et la République a les mêmes devoirs envers elles. Il ne suffit pas de parler d'égalité, il faut donner à chacun les moyens réels de l'autonomie, de la dignité, de la vie sociale. Cela passe par l'accessibilité, par l'éducation, par l'emploi, par le logement. Cela passe aussi par un accompagnement humain, respectueux et individualisé. L'enjeu, ce n'est pas seulement l'amélioration de la situation des personnes en situation de handicap, l'enjeu est plus vaste. Il s'agit de la qualité de notre pacte social, de la force de notre démocratie, de notre capacité à inclure chacun dans la communauté des égaux. Ce que nous appelons normalité n'est qu'une norme étroite, souvent excluante. Pourtant, chacun au cours de sa vie peut être confronté à la maladie, à un accident, à une perte d'autonomie. La société que nous devons construire n'est pas celle qui met de côté les plus fragiles, mais celle qui leur tend la main, qui les intègre, qui apprend à s'enrichir de leurs différences. À travers les personnes handicapées, c'est notre humanité qui est en jeu. Il est temps que la société cesse de les regarder comme un problème, pour enfin les reconnaître comme une richesse. Et à partir de ton partage, du coup, on a préparé quelques petites questions. Le but, ça va être de piocher dans ce petit pot à confiture, à chacun notre tour, et lire la question. Et du coup, la personne qui pioche, y répond en premier, et après, les autres réagissent. Et les autres réagissent. Ouais. Allez. Et voilà. À toi C'est à moi l'honneur. de commencer ? Si tu veux. Eh ben, allez. Comment la société pourrait-elle être plus inclusive ? Elle peut être plus inclusive en ouvrant les murs, justement. Et pour ouvrir les murs, il faut mettre à disponibilité des assos qui permettent ça. Des éducateurs qui permettent aux personnes de sortir des foyers, de mettre des structures qui permettent aux personnes de découvrir la culture, de découvrir l'art, de découvrir les voyages. Il faut mettre des moyens pour avoir un réel accompagnement individualisé sur le terrain, et ce qui permet après de pouvoir aller travailler hors les murs, parce que souvent on voit que sur le terrain, les moyens sont de plus en plus faibles, donc l'accompagnement est de moins en moins riche. Donc du coup, ça peut être aussi difficile de sortir hors les murs quand on a des capacités parfois qui ne le permettent pas. Mais si on n'y travaille pas, en tout cas, on ne sortira jamais de ces murs-là. Et pour moi, elle peut être plus inclusive, en tout cas en injectant les moyens financiers pour permettre à des assos de pouvoir se monter et de favoriser un peu tout ça. Moi, je pense aussi que ça joue beaucoup aussi par rapport aux représentations qu'on a dans la société et à l'espace qu'on laisse justement aux personnes qui sont invisibilisées, qui sont moins représentées. Et je pense que ça passe aussi même par exemple dans les films, les histoires qu'on raconte, ce qu'on partage. Et ouais, je pense vraiment la représentation, là ça évolue, je trouve. Même par rapport si on parle aussi par rapport aux différents corps qu'on voit. Avant c'était vraiment on voyait qu'un corps et tout, et là je trouve ça évolue, donc ça c'est cool. Et je pense que faudrait faire ce même genre d'évolution avec toutes les personnes qui sont invisibilisées en fait. Dans la société. Ouais.
Oui, je suis d'accord. Ça peut passer aussi par le médiatique et l'ouverture aux autres, comme ça peut passer aussi par l'éducation nationale et aussi former plus les professeurs à discuter de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des profs qui sont très volontaires et qui font des projets. Mais encore une fois, c'est des projets qui sont individuels. Donc, c'est selon leurs envies et leurs souhaits, en fait. Et c'est du travail en plus. Et du coup, on ne facilite pas non plus cette inclusion-là. Mais oui, après, je suis d'accord que les médias amènent beaucoup sur la visibilité des personnes et sur comment on va les voir, finalement. Ouais. Et en créant des espaces de rencontre aussi. Parce que souvent, en fait, ce qu'on connaît pas et ce qu'on stigmatise, c'est des personnes qui fonctionnent différemment de nous. Enfin, nous, on fonctionne différemment d'eux. Enfin, voilà, Inconnu, quoi. Ouais. Et en fait, au final, si dès l'école ou même dans des cadres comme la culture, peu importe, tout cadre de société, si on avait des espaces plus ouverts pour juste échanger et être au même moment, au même endroit et voir ce qui sort, ça permettrait juste d'être des humains en connexion les uns avec les autres sans avoir ce rapport. Et puis en plus, on a déjà des... Je rebondis sur tu disais l'école, on a déjà des dispositifs qui existent, comme le dispositif Ulysse qui existe, mais encore une fois, il faut travailler sur ces dispositifs-là, les repréciser, les améliorer, etc. Où il y a un vrai boulot qui est à faire encore là-dessus. Et nous, quand on était à l'école, il y avait ces dispositifs, mais au final, c'est des personnes qu'on voyait très peu et qui étaient du coup pas trop, quand même hyper stigmatisées parce que juste ils étaient là 1 heure de temps en temps. Enfin, en fait, il y avait vraiment il y avait une séparation. Oui. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on est dans une société où on voit l'inclusion comme quelque chose de normal. Où on met une personne dans un contexte et elle s'inclut normalement. Mais on travaille avec des personnes qui ont des difficultés, notamment à s'inclure. Et si on ne fait pas médiation et si on ne fait pas un travail éducatif dans cette inclusion-là, on a beau parachuter une personne dans un contexte, il ne s'y inclura pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on observe souvent avec les dispositifs qui sont mis en place, où quand on a des classes Ulysse, où la professeure elle a 30 élèves dans sa classe et puis qu'elle a 2 Ulysse avec 0 AVS, et comment on va travailler l'inclusion de ce gamin-là et finalement comment on le met pas en situation d'échec. Quels espaces sont dédiés à cette réflexion-là aujourd'hui sur des niveaux au niveau du Parlement, du gouvernement, etc. Quel espace on a pour amener une réflexion et pour pouvoir repréciser tous ces dispositifs qui sont bien de base, mais qui ont besoin d'être retravaillés. Donc c'est assez vaste, mais en tout cas, il y a des choses à faire. L'ouverture à la culture, l'art, et ouvrir les portes. Est-ce important pour toi de créer du lien avec des personnes qui ne te ressemblent pas ? Eh oui. Non, je pense que souvent il y a une facilité à créer du lien avec des personnes qui nous ressemblent parce que il y a des centres d'intérêt communs, parce qu'il y a des fonctionnements communs, parce que c'est toujours plus simple quand t'arrives à comprendre la personne plus facilement, mais que justement c'est tellement riche d'être avec des personnes qui pensent pas comme toi ou qui ont des fonctionnements différents que le tien et en fait d'être ouverte à la différence et en fait ça te nourrit. Moi je sais que par exemple dans les séjours, je trouve que c'est des moments qui me font, des séjours adaptés, je trouve que c'est des moments qui me font trop du bien parce que du coup tu rencontres des personnes qui t'apportent une façon de voir le monde hyper différente et souvent c'est une belle vision en plus du monde et du coup je trouve que c'est chouette et ça permet de s'enrichir mutuellement et vas-y, si toi t'as une compétence et que moi j'ai une compétence, comment on peut les mélanger et les fusionner quoi. Et même des personnes qui nous ressemblent pas dans nos avis, dans nos opinions ou quoi, je pense que c'est important. En tout cas c'est important pour moi. Moi je pense que j'irais plus sur la rencontre quoi. Où je vais rencontrer quelqu'un, quel qu'il soit, et après, soit je m'entends avec lui et ça marche, ou soit ça marche pas, c'est possible aussi,
Mais en tout cas, je ne veux pas mettre un frein à cette rencontre parce que il y a une différence. Parce qu'il y a un handicap, parce qu'il y a une culture différente, parce qu'il y a une religion différente, etc. Ça ne va pas être un frein à la rencontre. En revanche, après, dans la rencontre, il y a des gens avec qui je match plus et d'autres avec qui je match moins, même dans le handicap, finalement. Ça, c'est humain. Mais j'essaye au maximum d'enlever justement ce truc de différence. Parce que là, on parle du handicap, mais même si on parle des personnes neuroatypiques, on est tous différents. Et on peut s'entendre ou pas. Et pour moi, en fait, ça revient au même. Et du coup, je fais un peu abstraction de tout ça. Et je fais vivre la relation, puis je vois où ça mène. On en parlait un peu avec Olivia avant le début du podcast, où on se disait que le mot différence, il est vachement connoté négativement. Alors qu'en fait, c'est chouette. Enfin, c'est un mot où, du coup, on le voit comme quelque chose pas de négatif, mais en tout cas de... Oui, c'est tout de suite quelque chose où c'est pas comme nous, et du coup ça nous fait peur, quoi. Ouais. Mais en fait, je trouve qu'il y a un double... ça peut avoir un double effet. Soit t'es différente, tu te prends... c'est connoté négativement, soit c'est « Ah, t'es différente » et ça peut être aussi positif. Mais ouais, moi je te rejoins un peu sur ce que tu dis. Parce que je me dis, tout le monde est différent. Donc en fait, je crois que même quand tu rencontres quelqu'un... En fait, je crois que ça me vient même pas à l'esprit de me dire s'il y a une différence, je suis en mode je fais abstraction, quoi. Après, c'est vrai que naturellement, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers que ça connecte avec des personnes avec lesquelles on a des points communs ou je sais pas, une alchimie qui se passe. Mais je pense pas que c'est la différence qui va guider ça, quoi. Donc, ouais, je dirais que je fais abstraction. Et après, c'est en fonction de la connexion, qu'est-ce qui se passe. Et souvent, on a des belles surprises. Ouais. Souvent, on a des belles surprises dans les rencontres et dans la relation. Et parfois, des gens, on se dit, sont à l'opposé total de ce qu'on est nous. Et finalement, on se rapproche beaucoup plus qu'on ne le pensait à la base. Ou à l'inverse, des gens, on pense avoir plein d'atomes crochus et au final, on se rend compte pas du tout. Ça arrive régulièrement, quoi. Ouais. Mais c'est cool, de pas se laisser avoir par les a priori, par contre. C'est ça. Parce que c'est vrai que les personnes, souvent, on a tendance à rester dans un groupe avec des personnes qui font les mêmes activités, on fait les mêmes choses. Et de s'ouvrir à quelqu'un qui a un mode de vie totalement différent, qui fait des choses différentes, ça nourrit de fou. Enfin, mais c'est une vraie volonté. Il faut que ça soit une vraie volonté. Ouais. Parce que le cerveau, de base, il est feignant. Ouais, c'est ça. Donc tu diriges vers la facilité, quoi. Et du coup, il faut vraiment que ça soit une volonté de sortir de sa zone de confort et d'aller voir un peu ce qui nous entoure, quoi. Ouais. Et du coup, ça ramène encore une fois à l'éducation de nos enfants et comment on les éduque aussi à être curieux, à appréhender l'inconnu, etc., quoi. Et je pense que plus c'est normal, juste parce qu'on est éduqué comme ça, et que depuis que t'es petit, tu t'es pas mis de barrière et les gens t'ont pas mis de barrière, plus du coup après ça se passe bien. La question ne se pose même plus. Ouais, tu verras même pas les différences. C'est ça. Et c'est fou, toutes les barrières sociales qui se construisent dans l'enfance. Mais c'est la société, c'est fou. Vous avez pas regardé l'émission pas longtemps sur France 2 ? Laquelle ? Sommes-nous tous racistes ? Ah non. Je vous invite fortement à la regarder. Ok. Parce qu'elle est très très intéressante. On voit que inconsciemment, c'est vraiment pas conscientisé, on va avoir tous des réflexes où ce qui nous est inconnu nous fait peur. Le cerveau, Et ça nous amène à si on laisse aller notre cerveau à faire ce qu'il a envie, finalement, on fait rien. Du coup, c'est aussi à nous d'enclencher une dynamique d'ouverture vers les autres. Mais c'est ce qu'on disait un peu au final sur l'inclusion tout à l'heure. Si on crée des espaces, ou s'il y a des espaces qui sont créés où juste on échange et c'est une normalité, ce qui devrait l'être, en fait, juste comme tu connais, t'as plus cette peur de la différence. Et du coup, y a plus de... Comme il n'y a plus de peur, il n'y a plus de raison de plus s'entendre. Enfin, à part les affinités et les atomes crochus que tout le monde a, mais... Non, et puis comment dans une société, aujourd'hui, la société française, en tout cas, c'est une société qui accueille des multicommunautés. Comment, avec
tout ce nombre de communautés différentes, comment finalement on forme une seule communauté, comment on fait un. Ouais. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir finalement. Parce qu'on a tous nos façons de vivre différentes, nos envies, nos souhaits, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Mais comment on met en lumière ce qui nous rapproche et ce qui permet finalement qu'on vive ensemble. Mais aussi, j'avais lu un livre qui s'appelle Sapiens, et où ils expliquaient que nos ancêtres très lointains, à l'époque, quand ils ont commencé à sociabiliser, c'était possible de sociabiliser, mais avec des groupes d'individus beaucoup plus faibles que maintenant. Je crois que c'était 100 individus, la limite de sociabilisation naturelle. Okay. Et que après, du coup, c'était des groupes où du coup, on devait mettre des codes sociaux pour faire entendre aux différents individus qu'ils avaient la même façon de faire. Et que du coup, maintenant, on a des groupes ou des pays qui sont avec des millions d'individus. Et c'est d'autres façons de vivre ensemble qui sont plus éloignées de la petite bande. Et plus complexe aussi, c'est complexe. C'est ça. Il ne faut pas nier l'évidence, c'est complexe de vivre avec des cultures qu'on ne connaît pas, qui vivent différemment de nous, mais est-ce que pour autant c'est moins bien ou c'est ci ou c'est ça? C'est quelque chose de différent, mais est-ce que pour autant on ne peut pas faire ensemble, quoi? Le handicap peut être un frein au lien social. Comment s'en défaire en créant plus d'inclusion pour moi? Moi, je pense que le handicap il peut être un frein à partir du moment où il est mal accompagné. Que ce soit éducativement, mais même par la société. Aujourd'hui, on voit une personne en situation de handicap, c'est un exemple à con. Mais elle veut aller au restaurant, elle ne peut pas. Parce que 9 restaurants sur 10, ils ne sont pas adaptés. Ouais. Elle veut aller dans un bar, elle ne peut pas. Parce que 9 bars sur 10 ne sont pas adaptés. Elle veut juste aller à la poste. Elle ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de trottoir, parce qu'il n'y a pas de ci, parce qu'il n'y a pas ça. Déjà, on met des bâtons dans les roues, plus pour ces gens-là, pour créer le lien avec la société, quoi. Après, je pense, on revient aussi un petit peu au sujet de base, finalement. Comment on éduque les citoyens à s'ouvrir aux personnes qui sont mises de côté, ou qui sont en tout cas plus fragiles que nous. Et comment on éduque la population à accueillir ces gens, finalement. Que ça soit factuel, donc... comme je disais, pour aller au restaurant, mais que ce soit aussi comment on fait de la prévention pour l'autisme, pour la trisomie, pour Angelman. Aujourd'hui, si on pose la question à 10 personnes dans la rue, je suis persuadé qu'il y a très peu de personnes qui peuvent donner une définition de l'autisme. Parce qu'on n'y connaît rien, finalement. Et du coup, comment on peut inclure des gens alors qu'on ne les connaît même pas et qu'on ne connaît même pas leurs problématiques? On revient un peu à ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Quel est ton rapport au handicap? Alors, moi, personnellement, avant d'être dans ce métier-là, comme on disait, moi, je ne savais pas ce que c'était, une personne en situation de handicap. Pour moi, c'était une personne en fauteuil qui bavait, quoi. Voilà, pour être grossier. Et aujourd'hui, j'ai appris que, finalement, il y a autant de handicaps que de gens sur Terre, quoi. J'ai appris à me détacher aussi des normes qu'on va calquer à certains handicaps, à travailler en me disant que pour les personnes autistes, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. J'ai appris aussi à me détacher de ça, et aujourd'hui, je crée relation avec une personne avant tout. Et après, j'accompagne ses difficultés. Moi, c'est à moitié pareil. À moitié. Juste à moitié. Dans le sens où j'ai des personnes de ma famille qui travaillaient dans le domaine du handicap. Du coup, on va dire que c'était un peu lointain par rapport à moi, mais c'était pas non plus inconnu. Okay. Et du coup, en fait, j'ai plutôt eu des bonnes anecdotes et des bons retours de la part de ces personnes de ma famille. Ça m'a donné en fait envie d'apprendre à connaître plus ces personnes. Et du coup, j'ai commencé après à faire des séjours adaptés. Et du coup, c'était
trop chouette parce que c'est vraiment un lien humain super fort. Et c'est ça, c'est apprendre à connaître des personnes. Et c'est pas un handicap que tu apprends à connaître, c'est vraiment la personne qu'il y a derrière. Et avec le même handicap, il y a tellement de façons de le vivre et de réagir différentes que si t'arrives et que tu te dis ah bah toi t'es comme ça va pas marcher. Et je trouve ça justement trop chouette parce que ce que tu disais de humainement, bah t'as plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres. Évidemment, ça se retrouve aussi, mais du coup, tu peux créer des liens hyper cool. Et voilà. Mais du coup, je pense que mon rapport avec le handicap, c'est, on va dire, un peu une curiosité qui est née de bonnes expériences aussi qu'on m'a racontées. Que ça faisait partie un peu de mon paysage. Donc, du coup, je suis arrivée sur place avec juste l'envie de le découvrir, mais pas forcément une appréhension. Si, j'avais forcément des appréhensions plus par rapport à moi et ma posture professionnelle, mais pas forcément par rapport aux personnes. Moi, du coup, j'ai moins l'occasion d'en côtoyer vu que je ne travaille pas avec. Enfin, en vrai, ça fait quelques années que dans mon entourage, je connais quelqu'un du coup qui est handicapé. Et en fait, je crois que... Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'admire un peu ces personnes parce que être handicapé, je pense que ça change beaucoup. Après, ça, parce que cette personne, c'est arrivé dans sa vie plus tard. Il n'est pas né handicapé. Et du coup, je trouve ça fou, la force qu'il a, de réussir à être passé au-delà, en fait, de vivre avec, de s'adapter, il est resté, en plus il est hyper autonome, c'est fou. Et ouais, moi je trouve ça admirable et je pense que ça me toucherait énormément de travailler avec ces personnes. Mais ça me fait rebondir ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est des personnes. Le handicap, il y en a de toutes sortes. Il y a des handicaps plus légers, beaucoup plus lourds, etc. Ouais. Mais en tout cas, le handicap, dans sa définition, c'est quelque chose qui te handicape dans ta vie quotidienne. Oui. En France, aujourd'hui, on est dans un pays où on est censé vivre, naître avec les mêmes droits, tous autant, et les mêmes devoirs. Aujourd'hui, ça pose question. Ouais. Quand on a un certain nombre de handicaps et que ce handicap nous empêche de faire un certain nombre de choses, qu'est-ce que la société permet pour qu'on ait les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres citoyens ? Et finalement, aujourd'hui, on se dit, ces gens-là, ils sont combatifs de ouf. Bah ouais. Mais c'est souvent un parcours qu'ils font seuls. Et du coup, ou comme des parents qui mettent au monde une personne en situation de handicap, un enfant en situation de handicap, ils sont seuls. Ils sont seuls. Et est-ce qu'on est finalement avec les mêmes droits, avec les mêmes chances ? Est-ce qu'on est tous égaux ? Là, ça questionne. Ouais, c'est clair. Voilà. Parce que c'est pas de leur fait. Un handicap, ça peut tous nous arriver demain. Oui, c'est ça. Et quelles sont les sécurités qu'on a finalement ? Il y a une dernière question. On a, en fait, à chaque fois, l'invité précédent pose une question au prochain. Ok. Donc là, c'était Rémi qui te demande « Que fais-tu quand tu as besoin de te ressourcer ?» Alors, j'ai plein de moyens différents. Comme je disais tout à l'heure, je peux peindre, je peux aller faire du sport, partir en voyage, c'est quelque chose qui me ressource énormément. C'est mes pauses un peu de l'année où c'est que pour moi. Et puis, voilà, toutes sortes, voir des amis, sortir de ce carcan professionnel, quoi. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite recommandation à nous faire ? Moi, ça serait d'être curieux. De toujours aller chercher plus loin que ce qu'on nous donne, toujours aller chercher plus loin que l'information qu'on nous donne, toujours aller chercher plus loin que l'outil qu'on nous donne, toujours essayer de réfléchir à plus que ce qu'on a dans la tête. Voilà. Stylé. Trop bien. Merci beaucoup pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu et on se dit à très vite pour un prochain épisode.